Et donc nous enchaînons avec Sophie Dechaine, qui est pédopsychiatre, chef de service de pédopsychiatrie à Elora. Elle travaille à l'hôpital de jour pour adolescents à l'hôpital de Tubize et elle supervise l'équipe mobile de crise du Hainaut. Elle est aussi un centre privé à Ottignies où elle fait encore quelques consultations par semaine. Merci Sophie. Merci pour cette introduction. Je vais vous faire un petit compte-rendu de ma clinique. Ce ne sera pas une présentation théorique. Je vais un peu résumer, évidemment, je vais quand même vous donner quelques chiffres. Et ensuite, je vais vous faire une présentation clinique. Cette présentation clinique n'est pas la présentation d'un patient, c'est la présentation d'un ensemble de patients. Parce qu'en fait, beaucoup des patients se ressemblent, autant dans ma pratique privée que dans un hôpital de jour ou dans les équipes mobiles. Je travaille en effet pour l'équipe mobile de crise du Hainaut. Je vais un peu parler des répercussions au niveau des familles et au niveau de la société. Voilà, quand même quelques chiffres. Donc, je vous l'ai présenté l'année passée, pour ceux qui se souviennent, c'est une méta-analyse sur 100 000 patients de 0 à 17 ans. Et c'est juste pour vous rappeler les symptômes principaux d'une surconsommation d'écran. Alors, vous pouvez juste vous concentrer sur le mauve, le plus grand, parce que ça représente le pourcentage de problèmes chez les enfants et les adolescents qui consomment 4 heures ou plus d'écran récréatif par jour, et c'est maintenant la grosse majorité des mineurs. Et donc, je vais vous lire les chiffres au cas où vous ne savez pas les lire. Donc, vous avez dans 13,6% des patients des troubles du comportement. Donc, on parle de jeunes qui passent plus de 4 heures sur les écrans. Un retard de développement chez 9,6%. 1,5% de retard intellectuel, un retard de langage chez 9,5%. On atteint les 11% pour les troubles des apprentissages. 5% qui ont des symptômes du trouble du spectre de l'autisme, très important, parce que je pense qu'il y a à l'heure actuelle beaucoup de patients qui se pensent autistes et qui subissent les conséquences d'une surexposition des écrans récréatifs. Et ensuite, vous avez évidemment le fameux trouble de l'attention. Et donc, c'est dommage qu'on n'a pas des pourcentages qui vont au-delà de 4 heures, parce que ce serait intéressant de voir ce qui se passe à l'heure actuelle. Je vais donc vous présenter un cas clinique. Comme je vous dis, ce n'est pas un cas précis, c'est un cas un peu caricatural. J'ai repris des éléments de quelques-uns de mes patients. Donc Maël a 16 ans, est en 3e technique de transition sport. Ses résultats scolaires se détériorent depuis quelques mois, il est agressif, il est fatigué et il est en train de tout doucement se déscolariser. Les parents sont divorcés, ils ne sont pas toujours d'accord. La mère trouve que le père est un peu trop violent. Il y a une garde alternée, mais il préfère être chez sa mère, qui est toujours à la maison parce qu'elle est en burn-out. Et le père n'est de toute façon pas souvent là. Il a un grand frère qui recommence une première bac. Il a essayé une première bac en communication, maintenant il est en Sciences Po. Et il vient avec ses 2 parents. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Souvent, les parents séparés viennent quand même à 2, même s'ils ne s'entendent pas beaucoup. D'ailleurs, ça se voit assez rapidement dans le cabinet. Il a reçu un diagnostic d'autisme, comme beaucoup. La mère voudra un bilan complet pour comprendre ce qu'il se passe. Je pense que le docteur Delcourt en a parlé tout à l'heure, des demandes de tests. Une amie lui a dit qu'il était peut-être HP et il est allé voir une psy pendant 6 mois, mais ça n'a servi à rien. Alors, qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Je fais une évaluation de sa consommation d'écran. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Sabine Duflo, qui écrit, je pense, 2 livres et qui fait des conférences sur la surexposition aux écrans, et qui dit comme moi qu'une évaluation d'une consommation d'écran, ça prend énormément de temps, ça prend à peu près une demi-heure. Alors, la première question, c'est sur quel écran est-ce que tu poses tes yeux ? Alors, Maël a souvent un GSM, évidemment, un ordinateur dans sa chambre, la télévision connectée qui est dans le salon, et la PS5 qui est dans la chambre de son frère, qui est en côte toute la semaine, donc il peut y aller. Souvent, je demande quelles sont les limites parentales. Alors souvent, aucune pour le téléphone. Il doit arrêter les écrans à 22 heures, c'est sa mère, mais en général, elle monte dormir avant lui, donc il peut continuer. Et il n'y a aucune limite chez son père. Ensuite, je lui demande combien de temps tu passes sur ton GSM. En général, ils me disent 2 heures ou 3 heures sur Insta, sur Discord, sur Snapchat. Ça dépend. Parfois, ils regardent des séries, parfois, ils font aussi des jeux. Il est sur son ordinateur dans sa chambre dès qu'il rentre de l'école. Il va sur la télévision connectée s'il n'est pas sur son ordi et sur la PS5 quand il n'est pas sur l'ordi ni sur la télévision. Ensuite vient le moment crucial
de l'évaluation de la consommation d'écran, c'est de regarder dans le GSM du patient, donc dans les paramètres, dans le bien-être numérique pour les Samsung et dans les settings réglages pour les iPhones. Et là, en général, je découvre, plus ou moins, 8 heures par jour quand il y a cours. Ça monte évidemment entre 15 heures et 20 heures pendant les week-ends et les jours de congé. En général, un adolescent éteint son GSM vers 1h30, 2h du matin, et il y a toujours plusieurs ouvertures pendant la nuit, entre 2h, 4h, voire 5h. Et le jeune se lève en général entre 6h et 7h pour aller à l'école. Donc, à ce moment-là, je demande aux parents, pourquoi n'y a-t-il pas de limite? Et la réponse est toujours la même. On n'arrête pas de lui dire, mais il ne veut pas nous écouter. Et puis ensuite, je leur demande, pourquoi pas le lui interdire? Et là, la réponse est toujours la même. Invariablement, voici la réponse du parent. C'est un de mes acteurs préférés. Ensuite vient quand même une réponse orale. Comment pourrait-on lui interdire? Il devient violent. Même ceux qui y arrivent en me disant qu'il n'est jamais violent, ils finissent par me dire que finalement le jeune deviendrait violent si vraiment on lui mettait un interdit. Et puis j'entends évidemment il faut vivre avec son temps. Ça je l'entends déjà beaucoup moins, c'était plutôt avant le Covid. Depuis le Covid, les parents sont beaucoup plus au courant du problème. Et alors je demande ensuite aux parents, et vous que faites-vous quand vous rentrez du travail? Alors le père il dit moi je travaille. Donc il est devant un écran. Et vous madame? Et là souvent c'est le patient qui répond à la place. Qu'est-ce qu'il répond? Donc voilà, les écrans dans les familles prennent énormément de place. Donc je ne vais pas parler des effets neurologiques, cognitifs, psychoaffectifs, j'en ai parlé la dernière fois. Je vais parler des effets du retard de maturité, qui ont des conséquences. Rien que le retard de maturité causé par la surexposition aux écrans a des effets absolument catastrophiques. On les a vus d'ailleurs dans les autres présentations. Donc la famille, c'est le laboratoire où l'on fait des expériences à petite échelle de ce qui va se passer dans la société. C'est la mini-société. C'est un stage avant d'arriver dans la société. Donc l'enfant ne pourra pas grandir, mûrir, acquérir des repères, comprendre la société dans laquelle on vit, si la famille, par exemple, ne prend plus ses repas ensemble. L'enfant n'apprend plus simplement comment se tenir à table, comment manger sainement. Éline disait tout à l'heure qu'on parlait trop et on essaie trop d'éduquer les enfants en parlant et qu'il fallait un peu se taire. Et c'est une des choses que je dis aussi très très souvent en consultation. Comment se tenir à table, comment manger sainement, ça se fait par l'observation, par ce qu'on leur sert au repas, du soir ou de midi, n'importe quand, ou même du matin, parce que c'est là qu'on prend sa plus grosse dose de sucre. Mais donc, l'éducation se fait par l'observation. Mais si les gens ne font plus que se croiser à la porte du frigo, il n'y a pas d'éducation par l'observation. Donc, comment prendre la parole, comment vivre ensemble. Les relations d'une fratrie deviennent évidemment inexistantes, puisqu'on ne fait plus que se croiser, on rentre, on va dans le frigo et on va sur son écran. Et donc, non seulement elles sont inexistantes, mais elles ne peuvent plus être régies par les parents. On n'échange plus sur les événements d'une journée, sur des sujets culturels, politiques ou d'ordre moral. On ne partage plus rien, en fait, on n'entre plus dans des débats, on vit de manière isolée, en colocation. D'ailleurs, à ce propos, je vais quand même vous expliquer quelque chose qui m'avait profondément choquée il y a de très très nombreuses années. Quand j'ai eu la chance d'habiter en Australie, un ami visitait des appartements et il est revenu vers nous. Il nous a expliqué que dans les appartements en Australie, donc c'était en 2012, il n'y avait plus de cuisine, il n'y avait plus de salle à manger, il y avait juste un salon avec une énorme télé, 4 dalles de carrelage, un frigo et un micro-ondes. Ça, ce sont les nouveaux appartements dans la société moderne. C'est évidemment une catastrophe pour les familles qui sont l'unité de la société. Ce ne sont pas les individus sont l'unité de la famille, les familles sont les unités de la société. On ne peut pas faire l'impasse de la famille. Parce que les jeunes parlent d'un sentiment de solitude. Ils expriment un manque de lien en disant qu'ils ne trouvent plus leur place dans la famille, surtout évidemment dans les familles recomposées, ça c'est un élément en plus, mais c'est une plainte qu'on entend extrêmement fréquemment de la part des jeunes. Et donc l'absence du lien d'attachement se transforme en malaise indicible, en incapacité à former même juste des relations amicales. L'école, évidemment, est un autre lieu où on pourrait se socialiser, mais qu'est-ce qui se passe si les récrés se passent comme ça ? Ça a l'air un peu banal, mais en fait, le temps de la récréation est extrêmement important pour se socialiser entre amis, entre pairs, PAIRS.
Voilà, quelles sont les conséquences pour la société? Mais quand on souffre d'un retard de maturité, quand on souffre des conséquences aussi autres de la surexposition aux écrans récréatifs, ça dépend un peu en fonction du temps d'écran et en fonction du contenu. Mais les plaintes en consultation que l'on retrouve, c'est évidemment la première, une intolérance à la frustration, en décalage avec son âge, en sachant qu'à 25 ans, le cerveau perd sa plasticité et donc il est très difficile d'augmenter sa tolérance à la frustration. Ça provoque, d'un point de vue des symptômes, de la colère, de la violence, verbale ou physique, l'incapacité à rester dans une relation, des troubles de la personnalité, les fameux borderline dont plusieurs des orateurs ont parlé, une incapacité à analyser, à comprendre les réactions de l'autre, aussi à communiquer, à partager. Ça a été prouvé que la surexposition aux écrans provoque un problème d'analyse des émotions de l'autre, et donc on ne sait plus ce que l'autre pense, et donc ça nous met mal à l'aise. Ça se traduit par l'impression qu'on souffre d'autisme, et alors on se déscolarise évidemment parce que ça provoque une anxiété sociale. Encore quelques autres symptômes que l'on retrouve en consultation. Une incapacité à se projeter dans le futur, parce qu'on a besoin de tout de suite, ça c'est le manque de maturité. La vie perd son sens, il y a une déscolarisation, des angoisses évidemment et de la dépression qui accompagnent. Une incapacité à voir son corps changer, évidemment, la fameuse angoisse de sexuation pubertaire qui se manifeste par de la dysphorie de genre, mais aussi par une demande excessive de contraception. Moi, j'ai énormément de jeunes patientes qui viennent et qui me disent qu'elles sont sous pilule parce qu'elles n'ont pas supporté de voir arriver leurs règles, et donc elles prennent la pilule en continu. Ça, c'est extrêmement fréquent, beaucoup plus qu'on ne croit. Et évidemment, il y a un rejet du sexe opposé qui, évidemment, est confronté à une attirance, et donc tout ça provoque évidemment des perturbations dans leur maturité. Et évidemment, une incapacité à comprendre la matière, qui est beaucoup trop compliquée, vu le manque de maturité cognitive, avec un risque de sortie des études sans diplôme. Un sentiment d'infériorité, souvent exprimé par un manque de confiance en soi, une mauvaise estime de soi, de nouveau, qui provoque toutes sortes de symptômes. Voilà. Conséquences pour la société, ces gens-là risquent, quand ils arriveront à l'âge adulte, de développer des maladies mentales sévères, je pense que M. Delcourt en avait déjà un peu parlé, de ne jamais arriver à s'insérer dans la société et d'être dans l'incapacité d'être dans une relation stable, d'être parent ou de garder un emploi stable. Donc il est très urgent, simplement dans les familles, que les parents redeviennent une autorité pour mettre des limites, même si ce n'est qu'au niveau des écrans, ce sera déjà pas mal. Il faut aussi améliorer son hygiène de vie, du point de vue exercice physique, sommeil, lecture, expression artistique, etc. Interdire les écrans dans les chambres, c'est la moindre des choses. Que les familles fassent d'autres activités que même regarder un film ensemble, c'est quand même mieux que de regarder chacun chez soi, de son côté, mais ce serait aussi mieux de jouer aux cartes. Que les parents montrent l'exemple et que les familles prennent ou reprennent leur repas ensemble. Voilà mes références, si vous les voulez. Et si vous avez des questions, je vous écoute.